Camarades, bonjour. Un football sans violence. Voilà le vœu qu'on entend un peu partout. Nouveau fauteuil, nouveau setup. À chaque fois qu'une banderole est déployée, qu'un fumigène est lancé, ou même que des incidents graves ou moins graves se déroulent dans un stade ou autour d'un stade, je suis prêt. Les politiques se ruent devant les micros pour demander à chaque fois l'éradication de la violence. Rappelons qu'on a eu quand même depuis 2007 3 rapports sur le sujet. Le rapport Murat-Martin au Sénat donc en 2007. Le livret vert du supporterisme pour le ministère des Sports par Ourcade, Lestrolin et Mignon en 2016. Le rapport Buffet-Houlier à l'Assemblée nationale en 2020. On ajoute à ça 8 textes de loi, dont 3 lois spécifiques qui sont penchées sur le problème de la violence dans le football. Il y a une confusion qui règne. Au point même qu'on n'arrive même plus clairement à définir le problème, à savoir de quoi on parle quand on parle de violence dans le football. Est-ce qu'une insulte, c'est une forme de violence? Est-ce que tel type d'insulte est plus violente qu'une autre? Bref, on va faire de la philo, c'est-à-dire qu'on va reprendre depuis le début. C'est quoi la violence? Alors, je vais reprendre la définition d'un philosophe chauve qui s'appelle Frédéric Worms, que vous connaissez peut-être, qui dit que la violence, c'est faire usage de la force pour détruire un autre être humain. Dit comme ça, évidemment, c'est un peu sec, voire même un peu méchant. Le code pénal appelle cela une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Quand on traîne un peu trop sur les réseaux sociaux, bon, ce qui est mon cas parfois, on voit à peu près 2 attitudes sur cette question de la violence dans le football. D'abord, le premier discours qui est un discours fataliste. C'est le fameux « Ah mais ça a toujours existé, mais penchez-vous sur l'histoire du football, vous verrez que finalement la société est beaucoup moins violente et que le stade sont beaucoup moins violents qu'ils ne l'étaient dans les années 30, 40, ce qui est vrai, hein, ce qui est souvent vrai d'ailleurs. On va de polémique en polémique, alors on peut parler des banderoles, des bouteilles d'eau, des attitudes des directeurs sportifs, des présidents, on peut parler de violence physique, violence verbale. Dans les 2 cas, le discours fataliste, c'est le discours de dire bah, ma bonne dame, on ne peut rien y faire, le sport c'est ça, le football c'est un sport de con, donc c'est un sport de violence. Bon. Deuxième type de discours, la deuxième attitude qui est à mon avis le discours plus juridique que le discours pénaliste. Où là la violence est présentée plutôt comme un phénomène extérieur au sport, où la violence serait le propre alors d'une sorte d'intrus. Ce serait quelqu'un qui se serait invité à la fête. C'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, dès qu'il y a un incident en tribune, on parle de faux supporters. Ça voudrait dire donc, ça supposerait dire que le vrai supporter n'est jamais confronté à la violence, ne fait jamais preuve de violence, tandis que le faux supporter, et lui, se définit précisément par son usage de la violence. C'est comme ça qu'on répartit un peu les rôles, et donc l'attitude pénaliste, en quoi elle consiste? Elle consiste à imputer tel acte violent à tel ou tel. Alors, qui a fait entrer ce fumigène? Qui a fait entrer ce nunchaku? Qui a jeté cette bouteille d'eau? Ce briquet, c'est pas moi, c'est mon voisin. C'est telle tribune? Eh ben non, c'est l'autre tribune. Cette baramine, qui a fait ce salut nazi? Est-ce qu'il est vraiment nazi? Est-ce que c'est vraiment un salut nazi? Ce discours-là, ce discours pénaliste, c'est le discours de l'imputation. Tout cela est bien connu, vous le savez, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le football. Voilà donc les 2 discours. Discours fataliste, ça a toujours été comme ça, ma bonne dame, ou discours pénaliste, ça n'a rien à voir avec le football, cherchons le coupable. Donc dans les 2 cas, en réalité, on arrive à la même conclusion. On vous laisse tranquille pendant que nous, on inscrit nos enfants au rugby, éventuellement au Krav Maga, mais surtout, on va s'éloigner du football parce que de toute manière, c'est un problème insoluble. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez préfet? Car après tout, la vraie bonne question qu'il faut se poser dans ce genre de circonstances, c'est qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place? Premier discours, le discours du c'est pas nouveau. Regardez les retransmissions de football des années 60 ou même des années 30. Lisez des comptes rendus, vous verrez régulièrement des allusions à des pierres qui sont jetées sur les joueurs, des pétards, des mouvements de foule, des bagarres. Disons que depuis la naissance du football, c'est quelque chose d'omniprésent. Il y a quelqu'un comme George Orwell, que vous connaissez peut-être pour 1984, l'ouvrage majeur du XXe siècle, rappelez-vous, 1984, George Orwell, c'est un romancier, il raconte une société totalitaire basée sur la transparence et la surveillance. Mais en 1945, 4 ans avant, il écrit dans un journal dans lequel il collaborait, qui s'appelle The Tribune, un article intitulé « L'esprit sportif ». Et dans l'esprit sportif, Orwell souligne un peu cette idée, l'aspect intrinsèquement violent du football. Et comment qualifie
Orwell, le football, il le qualifie de simulacre de guerre. Et bon, en parlant de guerre, Orwell, il sait de quoi il parle parce que c'est quand même quelqu'un qui a été soldat dans l'armée coloniale, qui ensuite s'est engagé dans la guerre d'Espagne en 1936 et ensuite a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut pas vraiment venir le chercher sur ce sujet-là. On est donc plutôt en présence d'un bon client. Alors écoutons ce qu'il a à nous dire. Pour lui, le football est en fait une mise en scène grossière de la guerre. Dès que le prestige est en jeu, dès qu'on commence à craindre de se couvrir de honte soi-même, son équipe et tout ce qu'elle représente, si l'on est perdant, les instincts les plus primitifs prennent le dessus. Ça veut dire que la situation de rivalité et d'opposition du football suscite intrinsèquement des réactions violentes, primitives, dit Orwell, et il compare tout cela, tant du point de vue des joueurs que du point de vue des spectateurs, en un simulacre de guerre, c'est-à-dire en une manière d'utiliser la violence et d'une manière de mettre en scène la violence. Pour lui, évidemment, le sport est très loin d'être pacifique, en particulier le football, et plutôt que d'empêcher la violence, plutôt que de la canaliser, au contraire, il la stimule, il l'organise, il en joue, il l'encourage en la mettant en scène. Il faut dire que quand on regarde l'histoire du football et quand on regarde même l'actualité, on se rend compte qu'un match de football, c'est pas une réunion Tupperware, hein, c'est pas exactement un bal de fin d'année non plus, c'est pas vraiment une soirée pizza. L'organisme statistique du ministère de l'Intérieur a mesuré l'effet d'une finale de Coupe du Monde sur la délinquance, et notamment la finale de la Coupe du Monde 2018 France-Croatie. Les violences physiques et sexuelles ont augmenté de 58%, en concluant même dans son étude que l'effet des matchs de finale sur la délinquance est visible. La situation de tension affective, la situation d'excitation passionnelle liée au football entraîne nécessairement des passages à l'acte, entraîne nécessairement des voies de fait ou l'usage de la force contre autrui. C'est la question des rivalités, par exemple. Dans quelle mesure les rivalités entre clubs ne sont pas fabriquées par l'industrie. Prends l'exemple du classico PSG-OM, Bernard Tapie lui-même racontait dans le bouquin de Daniel Riolo qu'il avait mis en scène cette rivalité entre Paris et Marseille, qu'elle lui servait pour pouvoir donner de la valeur à son club. Si on enlevait le football, est-ce qu'il y aurait véritablement une rivalité entre Paris et Marseille ? Si on enlevait le football, est-ce qu'il y aurait véritablement une rivalité entre Lyon et Saint-Étienne ? Dans quelle mesure le football, plutôt que de pacifier cette rivalité, dans quelle mesure il ne l'organise pas, dans quelle mesure il ne la met pas en scène, dans quelle mesure il ne l'accentue pas. La première conclusion qu'on peut faire sur le discours fataliste, c'est de dire que l'éléphant dans la pièce, Orwell a assez raison là-dessus, c'est de dire que le sport n'est pas en tant que tel pacificateur. Pas du tout, que le football lui-même n'est pas pacificateur, qu'il entretient l'intensité des émotions et que cette intensité des émotions mène nécessairement à de la violence. Donc c'est-à-dire à l'usage de la force sur les autres. La violence dans le football n'est pas une simple petite réalité statistique, c'est une réalité anthropologique. Ça veut dire donc que dans le sport, dans le football, la violence est omniprésente. Et que plutôt que de la canaliser, je répète, il la stimule. Les hommes jouent à la guerre quand ils jouent au football. C'est très simple. La question va être de savoir maintenant quelle est la différence entre la guerre et le simulacre de guerre. Parce que dire que quelque chose est un simulacre, au fond, c'est dire que c'est un jeu. C'est dire que ce n'est plus exactement la guerre. Alors cette violence guerrière primitive, en fait, change de nature. Elle est toujours présente, mais elle change de nature. C'est un sujet très important et c'est, à mon avis, le cœur du problème. Quand on se penche sur l'histoire du football, et l'histoire de tous les sports, hein, mais c'est valable pour l'histoire du football aussi, on se rend compte que la question de la violence est en effet omniprésente. Là-dessus, Orwell a absolument raison. Le sport n'est absolument pas pacificateur. On peut faire de lui un outil de pacification, on pourrait éventuellement, il faudrait qu'on en parle sur une autre vidéo, mais si on regarde dans l'histoire du sport et qu'on regarde dans l'essence même de ce qu'est la pratique du sport, c'est absolument pas pacificateur. C'est au contraire un dialogue avec la violence. C'est un dialogue de comment maîtriser sa force, comment dominer l'autre à travers un certain nombre de règles. L'histoire de la séparation entre le football et le rugby, par exemple, très intéressant. Vous savez que c'est le football association et le football rugby était le même sport, a été longtemps le même sport. Au départ, le rugby est le premier sport, et le sport commun en quelque sorte. On a le droit de porter le ballon avec la main. Mais petit à petit, en pratiquant ce sport-là, au collège de rugby, donc, qui est une ville en Angleterre, ils ont un problème, c'est quand ils vont chez les duchesses ensuite pour boire le thé, et ben ils se retrouvent avec un beurre noir, une jambe cassée. Donc il se dit qu'il faut peut-être atténuer la violence des jeux qui sont installés dans les collèges anglais. Thomas Arnold va faire quelque chose de très important, c'est qu'il va être l'un des premiers à dire qu'il est interdit de prendre le ballon avec la main. Pourquoi il est interdit de prendre le ballon avec la main ? Parce que ça permet une chose, ça permet d'éviter les chocs, ça permet d'éviter la violence des chocs. Donc prendre le ballon uniquement avec les pieds
permettait d'atténuer en fait la violence du jeu. On va autoriser aussi la passe vers l'avant, ce qui va éviter à nouveau d'autres chocs. Donc la naissance du football association, c'est pour ça qu'on l'appelle le football association versus le football rugby, la violence doit être canalisée au maximum, supprimée, réduite au maximum pour éviter les dommages physiques qu'elle peut causer sur ses pratiquants. Et ça, c'est une évolution qui est très présente dans l'histoire du sport et qui est très intéressante parce que Norbert Elias, un célèbre sociologue, dans Sport et Civilisation, raconte ça très bien. Il raconte comment la naissance du sport est en fait une configuration éthique. C'est-à-dire que la naissance du sport, c'est une certaine manière de civiliser les pratiques et les mœurs. C'est pas civilisation aussi au sens civilisation occidentale, ou civilisation orientale et autres. Non, c'est civilisation au sens du processus par lequel les cultures, petit à petit, transforment la violence en quelque chose de positif pour la société, en tout cas comme moteur de construction de la société. Il raconte très bien le développement du football dans les collèges anglais au moment où le parlementarisme britannique se développe et comment on apprend aux jeunes aristocrates anglais, en même temps d'arrêter de se taper dessus, de s'entendre ensemble, de discuter ensemble, de dialoguer ensemble, plutôt que d'en venir aux mains, si je puis dire. Et que la codification du sport moderne, c'est comment on va supprimer la violence tout en conservant le rapport d'opposition. Comment arriver à s'opposer sans se déchirer? Comment arriver à être en désaccord sans s'entretuer? C'est tout le sens du sport moderne et de la naissance du sport moderne que décrit très bien Norbert Elias dans Sport et Civilisation. Donc le sport civilise, canalise la sauvagerie. Et donc le sport, c'est la naissance, et le football, il naît avec cette configuration éthique nouvelle, cette configuration pulsionnelle, dit Norbert Elias, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à ne plus vibrer pour l'exercice de la violence, mais pour l'obéissance à la règle commune qu'on s'est donnée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'intensité de l'émotion ne porte plus sur l'acte violent, mais sur notre capacité à obéir à la règle qu'on s'est soi-même fixée. J'essaye de marquer un but tout en respectant la règle du hors-jeu. J'essaye de jouer sans commettre de faute, arriver à marquer un but sans commettre de faute, plutôt que de m'exciter simplement à taper sur mon camarade ou mon adversaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence est toujours présente, mais qu'elle change de nature. Que les effets de la violence sont contrôlés. La naissance de la violence, elle, est toujours présente, c'est-à-dire cette volonté d'opposition, de rivalité, on en parlera tout à l'heure, mais ces effets délétères, physiques, sur la force, sur la blessure, sur les dommages qu'elle peut causer, eux sont maîtrisés en déplaçant l'intensité des émotions qu'elle mobilise. Je ne vibre pas parce que je te tue, je vibre parce que je te bats. On est passé du stade littéral au sens symbolique, hein. Battre quelqu'un au départ, c'est battre physiquement. Non, quand on bat quelqu'un maintenant, dans un jeu, c'est juste qu'on lui a gagné au nombre de points. On a substitué en quelque sorte le tableau d'affichage au martinet ou au fouet. Bon, il y en a certains peut-être qui préféraient le fouet, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà. La violence devient excitation, et devient excitation d'obéissance à la règle. Donc ça, c'est pour le fonctionnement sur le terrain. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en tribune? Pour sécuriser des matchs de football, 60 000 fonctionnaires sont mobilisés, soit un quart des effectifs, de 250 000, hein, je dis pas police et gendarmes compris. Bon, vous mettez à la place du préfet, c'est un peu compliqué, parce qu'on peut expliquer au préfet que la violence fait partie de l'humanité, etc. Lui, son métier, c'est le maintien de l'ordre. Donc plus il y a de violence, plus il a de travail en réalité. Comment ça se fait qu'on ait besoin d'autant de monde pour maintenir l'ordre autour des stades de football? D'où vient la violence des spectateurs? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des spectateurs? Moi, je vais vous faire une confession. Il y a quelque chose qui me choque un peu, qui me gêne dans les descriptions, les rapports qui sont menés, les enquêtes qui sont menées sur la question du supporterisme. J'ai absolument rien contre les supporters, je trouve ça très bien, c'est pas le sujet. Ce qui me gêne, c'est la manière qu'on a de le penser ou de l'aborder d'un point de vue politique ou réglementaire. Il y a deux choses qui me choquent toujours un peu. J'ai l'impression toujours que la violence est considérée d'abord comme un phénomène extérieur au foot, qu'il serait résiduel, voire quasiment folklorique. Le deuxième sujet, moi, qui me gêne un peu, c'est qu'elle est présentée, tout en étant présentée comme folklorique, voire résiduelle, elle est en même temps présentée comme centrale dans la définition des différentes catégories de public. Alors là, je vous renvoie au rapport de Sacha Houlier de 2020. Il reprend les typologies mises en place depuis les années 90 par les sociologies des tribunes, entre supporters, ultra et hooligans. Le supporter, c'est celui qui assiste au match. Alors, détail, il est souvent debout. Apparemment, le supporter n'a pas le droit de s'asseoir. Et ensuite, il fait une distinction entre deux groupes, entre ultra et hooligans, que je vais vous lire. Leur passion, il parle des ultras, parfois exacerbée, peut aboutir à des débordements
notamment des violences avec des groupes de supporters d'équipes adverses ou d'autres groupes ultras du même club avec lesquels ils sont en concurrence. Je rappelle que Sachaouli, à ce moment-là, est député. Il écrit ça dans un rapport au ministre. Les ultras sont des supporters dont la ferveur aboutit exceptionnellement à des violences, tandis que les hooligans sont des groupes violents qui profitent du contexte du stade pour s'affronter. Donc ce qui veut dire que dans la définition des groupes d'ultras et de hooligans, la question de la violence est donc centrale. Je rappelle que tout à l'heure, elle était présentée comme folklorique, secondaire, résiduelle. Là, non, elle est définie comme centrale. Soit les uns parce qu'elle mène à des débordements, donc les débordements c'est lié au mouvement ultra, c'est-à-dire déborder comme un vase qui déborde. Et de l'autre côté, si vous êtes hooligan, elle est l'objectif principal. Je n'ai absolument rien contre Sachaouli, mais je ne comprends pas ce texte. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Peut aboutir à des débordements. Mais je ne comprends pas d'un point de vue intellectuel ce que ça signifie. C'est extrêmement vague comme définition. Ça veut dire quoi, peut aboutir à des débordements? Excusez-moi, mais pour moi, le travail du politique et le travail de l'intellectuel éventuellement, c'est d'arriver à déterminer les motifs. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse à un moment ou à un autre déborder? C'est ça la question, c'est pas de prendre le débordement comme un fait de nature extérieur qui arriverait tomber du ciel. Ah ben vous savez, les groupes ultras de temps en temps ils débordent. Comme un enfant en quelque sorte, hein. On infantiliserait un peu les ultras, on dirait oui bon c'est normal, c'est des enfants, on leur trouve déjà des excuses avant même que les débordements aient eu lieu. Je trouve ça très bizarre que ce soit en plus en introduction d'un rapport qui propose des solutions pour lutter contre la violence dans le sport et présenter ça comme un débordement, comme quelque chose qui serait finalement la conséquence obligatoire de la ferveur, me semble extrêmement confus. Parce qu'il y aurait la bonne et la mauvaise violence en quelque sorte. La violence des ultras, c'est la bonne violence, c'est la violence qui est presque involontaire. La mauvaise violence, ce serait la violence qui serait cherchée comme fin. Bon, moi, excusez-moi, si je suis préfet, la bonne ou la mauvaise violence, je m'en fiche, c'est pas mon sujet en réalité. Mon problème, c'est la violence ou pas la violence. Pour moi, la confusion vient du fait qu'on envisage l'idée de violence un peu de travers. C'est-à-dire que, et ça je vais reprendre ce que dit René Girard, l'anthropologue français, alors attention, ce n'est pas René Girard, champion de France avec Montpellier. René Girard, dans lequel moi je parle, c'est un René Girard qui est né à Avignon et qui était un grand anthropologue français et qui a été prof aux États-Unis pendant toute sa carrière. Alors lui, il se demande très simplement d'où vient la violence. Il ne se pose pas la question d'un point de vue social, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'un point de vue anthropologique. Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, on est violent dans un certain nombre de circonstances? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce type de comportement? Et il dit qu'en réalité, la violence vient de la rivalité du désir mimétique. Ça veut dire que l'homme est un être de désir, mais le fonctionnement du désir, c'est pas un A vers un B, c'est pas moi je veux désir manger une pomme, je vais manger une pomme, c'est A, B, C, c'est-à-dire je désire ce que l'autre va désirer. Je désire la voiture de Kylian Mbappé, comme ça j'ai l'impression d'agir comme Kylian Mbappé. Je veux la casquette de LeBron James, comme ça j'ai l'impression moi aussi d'être un peu LeBron James. C'est un peu le mécanique des influenceurs, quoi. C'est l'idée que telle personne que j'admire veut un tel objet, donc je veux cet objet-là. Le désir en fait fonctionne non pas de manière individuelle, mais de manière collective. Et ce désir-là, entraînant donc une rivalité sur les objets, donne naissance à la violence. S'il y a violence, c'est parce qu'il y a rivalité. Et là, on est en plein dedans. On est exactement là-dedans. Pourquoi il y a violence dans les tribunes? Parce qu'il y a rivalité entre des groupes. Il y a de la rivalité entre des groupes, parce que la rivalité est organisée sur le terrain par le règlement. Ça, on l'a dit tout à l'heure avec Norbert Elias, c'est vraiment du régime rivalitaire. Le sport, c'est la rivalité faite institution, cadrée par le règlement, par la règle du jeu. Et la rivalité aussi dans les tribunes entre différentes manières de soutenir un club et une certaine manière de vouloir quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons tous à ce moment-là? Pendant un match, on veut gagner, c'est-à-dire battre l'autre. Donc le désir mimétique, à ce moment-là, entre dans une boucle où chacun désire battre l'autre, entraîne une sorte de cycle de la violence éternelle, où l'on voit, par exemple, dans le cas des groupes ultras, vous avez un historique de griefs qui sont dirigés contre tel ou tel groupe, et que pour comprendre la violence du mouvement ultra, il faut d'abord comprendre les rivalités, que avec tel groupe ça va, avec tel groupe ça va pas, avec tel groupe tel jour ils lui ont volé telle bâche, 20 ans plus tard ils lui ont volé telle bâche, il y a eu tel fait qui est arrivé, ce qui fait que chaque fait poursuit le cycle de la vengeance. En réalité, ce cycle de la vengeance n'ayant jamais de fin, il est perpétuellement en route. Et moi, ce que je reproche, en fait, à la manière qu'on a de traiter la violence en tribune, c'est qu'on considère qu'elle est un phénomène extérieur, qu'elle est un phénomène quasiment un fait de nature. Vous sacralisez la rivalité en interdisant le déplacement. Vous sacralisez le récit victimaire de tel ou tel groupe. La question de la gestion et éventuellement de la dissolution de certains groupes ultras ne peut être qu'un préalable à un discours critique sur le discours de la rivalité.
Je pense qu'on a eu tendance à introniser, à sacraliser, à institutionnaliser des rivalités qui étaient des rivalités tribales entre des groupes concernant une poignée de personnes. Et on en a pris tellement acte que c'est devenu une politique publique. Et ça, pour moi, c'est extrêmement pervers. On arrive dans la situation dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout interdire, de tout arrêter, parce qu'on a tellement pris acte de ce discours victimaire et de ce discours rivalitaire qu'on l'a intériorisé au droit. Et on arrive dans une situation qui est complètement paradoxale. On préfère supprimer les effets de la violence plutôt que traiter ses causes. Et je crois, pour moi, si j'étais préfet, je traiterais, évidemment, je ferais ça, sans doute que j'interdirais certains déplacements, mais surtout, j'imposerais un discours critique sur le discours rivalitaire. Et je sommerais les groupes de se prononcer publiquement. L'opinion publique se chargerait ensuite de traiter cette rivalité comme il se doit. Si on a un tel niveau d'euphémisation de la violence, on est arrivé dans l'histoire du football à traiter le problème de la violence sur le terrain. On arrive à avoir maintenant des matchs relativement pacifiés. Bon, vous avez toujours un peu des Roy Keane ou des personnages qui sont des Vinnie Jones, qui font un peu de la violence folklorique, si je puis dire. Mais dans l'ensemble, les matchs sont beaucoup plus pacifiés. On parlera plus tard de la question de la violence dans le football amateur. On a vu encore un autre sujet qu'il faudrait qu'on traite en tant que tel. Mais sur la question de la violence dans le football professionnel, sur le terrain, la question de la violence, les effets de la violence ont été largement maîtrisés, pour ne pas dire résorbés. Or, je crois que le problème qu'on a avec les tribunes, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser cette violence, qu'elle soit résiduelle ou pas, parce qu'on ne la pense pas correctement. On n'a pas compris qu'il y avait un enjeu de rivalité, qu'il y avait un enjeu sportif dans la manière d'aborder les tribunes, et que je crois qu'il est absolument indispensable, si j'étais préfet, je répète, si l'on veut interdire, d'un bras, de l'autre bras, il faut absolument désarmer le discours de la radicalité. Il faut absolument désarmer ce prestige qu'a acquis la violence dans les discours supporteristes. Parce que quand on voit qu'un député reprend le discours de la violence que peuvent avoir, et le légitime en le présentant comme un préambule indispensable à toute réflexion sur les phénomènes de supporterisme, ça me semble dangereux. Ça neutralise dès le départ toute forme de discours critique à l'égard de ces groupes-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner surtout à la chaîne Philosophie FC. Le mois d'avril qui vient va être énorme.